Alors bonjour à tous, je suis Julia Bejaoui et je suis cofondatrice de Frichti, qui cuisine et régale certains d'entre vous tous les jours en livrant des produits frais pour les Parisiens pressés et en mal de bien manger. Bonjour, Benoît Grossman. Donc, je suis managing partner d'un fonds d'investissement qui s'appelle Idinvest Partner. Et notre métier, c'est de détecter les entrepreneurs et les entrepreneuses de talent pour financer les succès de demain. Voilà, donc on va y revenir un peu sur notre métier, puis notamment avec le rôle de l'entrepreneur dans ce qui fait les succès de demain. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet intéressant, c'est Invest, c'est le thème de notre talk. Et comme donc l'investissement, il s'agit d'en parler lors de la journée de la femme digitale, et donc on a décidé de s'intéresser à qu'est-ce qui faisait que les femmes levaient des fonds ou entreprenaient moins, levaient moins de fonds, et comment est-ce qu'on pouvait essayer de contrecarrer ça. Donc voilà un petit peu parler de ce sujet, les femmes, l'argent et l'investissement. Et pour commencer, on aimerait vous donner juste quelques chiffres pour vous montrer qu'on a encore un petit peu de chemin à parcourir, même si les choses avancent dans le bon sens. En 2016, dans les startups tech, seulement 13% des startups qui sont financées sont dirigées par des femmes. Et encore plus flagrant, non seulement les femmes lèvent moins d'argent, lèvent moins, mais en plus elles lèvent moins d'argent. Donc en moyenne, un ticket masculin va être de 3 millions d'euros, quand celui des femmes va plutôt être aux alentours de 1,3 million d'euros. Donc en tout, elles lèvent uniquement 7% des fonds en 2016, quand elles représentent 13% des levées de fonds. Donc on a quand même énormément de chemin à parcourir pour changer ça, parce que pour autant, il y a 8 millions de femmes en France qui déclarent vouloir entreprendre. Donc voilà, on va essayer de s'intéresser à comment, quels sont les drivers et qu'est-ce qui peut nous amener à changer ça. Donc tout d'abord, Benoît, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu cherches chez un entrepreneur qui vient te voir pour lever des fonds, et est-ce que son genre est important pour toi ? Alors déjà, il faut savoir que notre métier, une fois de plus, c'est de détecter les entrepreneurs et les entrepreneuses de talent pour financer les succès de demain. Notre métier n'est malheureusement pas une source exacte. Moi, je dis toujours que notre métier, c'est un peu un métier de chasseur de tête. Donc, on sélectionne des candidats, mais sauf la différence, c'est qu'on a un gros carnet de chèques et qu'on les suit sur la durée. Là où le chasseur de tête, c'est purement transactionnel, il fait une mission et après, il passe à autre chose. Nous, on les suit sur la durée. Et la durée chez nous, c'est quelque chose qui va entre 5 et 10 ans. Donc, l'équipe d'entrepreneurs dans un projet, j'irais au stade de la création ou du moins très early stage, est fondamentale. Je dirais que l'équipe fait à peu près 95% du projet. Et nous, les critères, c'est un peu comme dans l'immobilier. On dit que dans l'immobilier, il y a 3 critères, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Dans notre métier, c'est l'équipe, l'équipe et l'équipe. Alors quand on a dit ça, on a tout dit. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche des entrepreneurs ou des entrepreneuses. On aime bien quand c'est plutôt une équipe qu'une personne seule. On veut des gens qui soient complémentaires, des gens qui soient réalistes, qui soient pas bourrés de certitudes, qui puissent s'adapter, parce que voir que le monde de la start-up, enfin Julia pourra commenter après, c'est pas un love tranquille. Ce qui est vrai à l'instant T, c'est plus vrai le lendemain. Il faut savoir s'adapter et surtout pas avoir de certitude. Il faut également savoir s'entourer. Complémentarité des équipes, donc c'est d'avoir une équipe de fondateurs dont les qualités sont très complémentaires. Et nous, on a financé pas mal d'entrepreneuses, soit en tant que numéro 1, soit en tant que numéro 2. On a un track record assez important dans ces cas-là, parce qu'on a financé parmi nos entrepreneurs à succès. Alors Julia ne l'est pas encore, mais elle le sera demain. On a financé Céline Lazart, qui était la patronne et la fondatrice de Litchi. Et on a financé également Marion Carrette, qui était la fondatrice et CEO de Wicar, qui était vendue à la SNCF il y a 2 ans. Voilà. Donc on cherche des gens complémentaires. Voilà. Et moi, je ne fais pas de différence que ce soit des hommes et des femmes. Alors il se trouve que les femmes, ça fait à peu près la moitié de l'humanité. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait moins de femmes que d'hommes. Et on en a financé un certain nombre. Et, voilà. Ça. Et est-ce que tu as sur le business en lui-même, est-ce que tu as une checklist de ce que tu regardes au-delà de l'équipe? On a compris que c'était 95% effectivement de la décision. Une checklist, je ne sais pas, il y a peut-être des gens ici qui veulent lever des fonds. Sur ce qui fait que tu vas choisir d'investir dans une boîte. Oui, alors nous on a bien ce qu'on appelle les business, ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire que notre métier, comme on prend beaucoup de risques, on ne gagne pas si souvent que ça, donc quand on gagne, on doit gagner beaucoup. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'instant où on investit dans une société, on doit rêver de faire peut-être
un x10, x20 sur l'investissement. Alors même si, in fine, 5 ans, 7 ans plus tard, on fait un x2, on sera très content, mais le jour où on investit, il faut qu'on puisse faire un x10, x20. Donc il faut qu'on puisse rentrer dans un business qui soit très très important. On rêve tous quand on investit que ce soit le Facebook de demain. Voilà. C'est ce qu'on a fait dans Frichy quand on a investi, la première fois qu'on a investi il y a 2 ans. On veut que ce soit gros. Voilà, le business model que nous a présenté Julia nous a fait rêver. Enfin, pas que rêver, hein, ça s'appuie sur des réalités quand même. Et surtout un background, enfin, je veux dire, Julia a une expérience entrepreneuriale passée, ce qui est important. Hein, je crois qu'on apprend beaucoup de son expérience. Et ce qu'on appelle les serial entrepreneurs sont des gens qui sont nettement plus brillants. Quand on entreprend pour la deuxième fois, on est nettement plus brillant. Et c'est ce qui a fait la différence avec Julia. Donc nous, on veut des business qui soient potentiellement grands pour gagner potentiellement beaucoup d'argent, même si, in fine, ça n'arrive pas si souvent que ça, il ne faut pas se voiler la face. Et du coup, je me permets de rebondir parce que Benoît vient de le dire, les investisseurs, quand on choisit de lever des fonds et de développer son business comme ça, ils ne veulent pas investir des millions si c'est pour vendre la boîte très peu d'argent ou ne pas la vendre du tout. Il faut leur vendre un projet très ambitieux. Et là-dessus, les hommes ont tendance à être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus, pas risk-taker, mais vendre... être prompt à dire moi je vais bouffer le monde et donc donner envie finalement aux investisseurs de les suivre dans leurs rêves. Et en fait ce qu'il faut se dire c'est que personne n'a de certitude au moment de lever des fonds, les entrepreneurs n'en ont pas plus, personne ne sait ce qui va se passer et donc c'est vraiment beaucoup une question de confiance en soi. Et ce qui manque aujourd'hui parfois aux femmes, c'est cette confiance en elles, cette capacité à oser et à aller dire des choses dont elles ne sont pas forcément sûres. Et donc c'est tout un exercice qui parfois est assez loin de leur personnalité, qui est avec des caractéristiques qui ont plus tendance à être prudentes, n'affirmer que ce qu'elles sont capables de faire. Et effectivement, dans l'exercice de levée de fonds, il faut beaucoup croire qu'on est le meilleur pour faire son projet, que son projet est le meilleur et avoir un comportement très conquérant, très ambitieux et c'est ça qui permet de faire suivre les entrepreneurs, les investisseurs. Alors toi, Julia, qui est passée par la case entrepreneuriat et puis également par la case levée de fonds, est-ce que c'est un désavantage ou un avantage d'être une femme quand on crée une société et ensuite quand on lève des fonds? Alors, on n'est pas obligé de lever des fonds chaque fois qu'on entreprend, mais bien souvent, on lève souvent des fonds. Donc c'est un double parcours du combattant. Donc avantage, désavantage. Alors je dirais que c'est les deux. C'est un avantage si on arrive à surpasser des choses qui peuvent au début être perçues comme des faiblesses. J'ai personnellement pas du tout souffert d'une quelconque misogynie. J'ai peut-être eu de la chance. Je suis accompagnée par un associé homme qui m'a peut-être préservée de ça. Mais je pense que tu es la preuve vivante sur scène que tu ne fais absolument pas attention au sexe des gens qui viennent te voir. En revanche, je pense que contrairement à mon associé, parce que c'est assez facile de comparer, j'ai tendance à avoir beaucoup moins confiance en moi. J'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je ne l'ai plus trop, mais c'est assez courant chez les femmes, de cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on ne mérite pas d'être là, qu'on n'est pas les meilleurs, etc. Or, que ce soit pour entreprendre ou pour lever des fonds, il faut croire que son idée est la meilleure. Il faut croire qu'on est la meilleure équipe pour la réaliser. Il faut oser imaginer qu'on peut être la bonne personne. Et ça, c'est plus compliqué à faire. Et donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Et je pense que je n'y serais pas arrivée seule sans avoir un associé qui, de manière complémentaire, m'a donné confiance et m'a donné envie d'aller toujours plus loin. Voilà. Après, en ce qui s'agit pour la levée de fonds plus particulièrement, c'est un milieu d'hommes. On en parlait tout à l'heure. Il n'y a que des hommes autour de la table. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont misogynes, mais eux-mêmes sont constitués d'équipes d'hommes. C'est encore assez peu féminisé comme milieu. Et donc, il faut en tirer avantage et le voir comme un aspect de différenciation quand vous êtes une femme à la tête d'une entreprise. Et justement, expliquer en quoi ça va faire la différence. Enfin, vous n'avez pas besoin d'aborder le sujet en même temps, mais je pense que les investisseurs sont aussi sensibles à des équipes équilibrées qui apportent de la diversité et notamment qui mettent des femmes en tant que cofondatrices ou carrément à la tête des entreprises. C'est vrai que du côté des investisseurs, je suis malheureusement bien placé ou mal placé pour le dire, les équipes sont assez masculines. Hein. C'est un fact. Alors, les seuls secteurs d'investissement où les équipes sont plus féminines, c'est le secteur des biotechnologies, le secteur de la santé. Voilà, c'est comme ça, je n'ai pas d'explication. Beaucoup de personnes dans ces équipes de la santé, du domaine de la santé sont des femmes. Voilà. C'était le petit quart d'heure de culpabilité de ma profession. Alors, Julia, quels sont les freins aujourd'hui qui existent toujours pour une entrepreneuse de créer sa société et de lever de l'argent dans l'exécution jusqu'à la sortie de la société?
Donc je pense que les freins, ils sont essentiellement liés à ce problème de confiance en soi. Mais ce problème de confiance en soi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est pas biologique. C'est un construit social. Le droit au savoir, le droit de vote, tout ça, c'est un historique qui pèse sur nos épaules et qui fait que quand vous analysez un manuel de CP, enfin bref, il y a énormément encore de choses qui, dans la société, font que malgré toute la bonne volonté de nos parents ou nous en tant que parents, il y a encore beaucoup de stéréotypes qui n'encouragent pas les petites filles forcément à croire en elles ou à se porter aussi vers des filières plus scientifiques, mathématiques, etc. Donc, le fait de ne pas avoir confiance en soi, il ne faut pas penser que c'est biologique. J'aime pas en général faire des théories de genre, mais c'est bien existant qu'il y a un problème de confiance en soi, et pourtant, ça n'est qu'un construit social et qu'il faut combattre. Il y avait un sondage OpinionWay intéressant qui posait la question aux 18% de femmes françaises qui souhaitaient entreprendre, pourquoi est-ce qu'elles ne le faisaient pas, et la première réponse qu'elles donnaient, à 34%, c'était parce que je n'ai pas les épaules, je n'ai pas confiance que je sois capable. Quand la réponse des hommes, les hommes ne mettaient cette raison-là qu'en troisième et il n'était que 15% à donner cette raison-là. Donc il y a vraiment structurellement un espèce de déficit de confiance et qu'il faut dépasser. Et je pense qu'une manière de le faire, c'est de voir de plus en plus d'exemples d'entrepreneurs féminines qui viennent parler et qui viennent donner aux plus jeunes femmes l'envie et montrer que c'est possible. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis très contente de participer à cet événement, parce que c'est un des événements qui met sur la scène des entrepreneurs féminines et qui, j'espère, vont inspirer beaucoup de vocations et faire comprendre que c'est tout à fait possible et qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de problème à être une femme, bien au contraire. Une dernière question, Julia. Les conseils que tu donnerais? Conseil très concret, très concret. Très concret. Avoir confiance en soi, j'ai bien compris. Alors, un conseil très très concret. Savoir s'entourer. Lancez-vous très vite. Ne passez pas 2 ans sur votre projet. Nous, on a lancé Frichti en 3 mois. Et pourtant, il fallait trouver une cuisine, des livreurs. Enfin bref, il fallait faire un nombre de choses assez hallucinantes parce qu'on est un business un peu ancré dans le monde physique. Pourtant, on a lancé très vite, on est à la rencontre de nos clients et on a décidé, oui, on avait une bonne idée, mais on n'avait aucune idée de savoir si c'était la bonne idée business. Et donc, plutôt que de se poser la question pendant 2 ans et de sophistiquer un produit de manière très poussée, on a plutôt été se confronter à nos clients et à co-construire et à finir de peaufiner le produit avec eux. Donc, vraiment, mon conseil, c'est de se lancer très vite. Et toi, un dernier conseil, Benoît, aux entrepreneurs qui veulent réussir? Avoir beaucoup de persévérance, s'accrocher, avoir beaucoup d'énergie, parce que la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Historiquement, même les sociétés qui ont bien marché, que je pensais qu'elles allaient marcher, elles n'ont pas marché pour la raison pour laquelle je pensais que ça allait marcher. Je ne sais pas si c'est clair. Toujours est-il que notre métier n'est pas une science exacte. Des fois, on pense investir dans une super société, on fait un bid total. Des fois, on pense investir dans une société moyenne. Et puis finalement, ça s'avère être un succès. Donc, c'est vraiment pas une science exacte. Il faut savoir s'adapter. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'hésite pas. Quand je vois un entrepreneur, je dis toujours à un entrepreneur, si je te revois dans 6 mois, il ne faut pas hésiter à dire le contraire de ce que tu dis aujourd'hui. Il ne faut avoir aucune certitude. Il ne faut pas avoir amour propre. On dit quelque chose un jour, 6 mois après, il ne faut pas hésiter à dire le contraire. Personne ne sera là pour dire non, il ne faut pas changer d'avis. Voilà, c'est ainsi fait parce que le monde bouge beaucoup, parce que Google change son algorithme tous les 3 jours, etc. Voilà. Et puis, juste pour conclure, je voudrais dire que moi, je fais ce métier depuis un petit bout de temps et que les entrepreneurs que je veux financer à l'époque, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, je ne les recevrais même plus dans mon bureau. Non pas que je sélectionnais les mauvais entrepreneurs, c'est qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Voilà. Et donc, le miracle aujourd'hui, maintenant, il y a des entrepreneurs et des entrepreneurs, hein, toujours dans les proportions qui ne sont peut-être pas encore à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais ça évolue tous les jours. Il y a une qualité d'entrepreneur qui est juste magique, comparé à ce que c'était il y a une vingtaine d'années. Et en plus, les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes. Exemple sur scène avec Julia, sont des gens de plus en plus brillants qui bien sûr sont digital natives, hein, ce que je ne suis pas, donc ça explique peut-être un certain nombre de choses. Et voilà, donc c'est pour terminer sur cette minute-là de positivisme qu'on vit quelque chose en Europe, en particulier en France, dans le domaine de l'entrepreneuriat, où il y a vraiment un entrepreneuriat de top qualité. Moi, je suis moi-même sur Foot tous les jours et on fait un métier vraiment extraordinaire. Voilà notre métier. Une fois de plus, hein, c'est juste, nous on sélectionne des entrepreneurs. Après, c'est les entrepreneurs qui bossent. Hein. C'est Julia qui bosse sur Frichti. C'est elle qui a toute la partie logistique, c'est juste effrayant. Hein. Nous, on est juste là. Quand je vois Julia, je dis comment ça va. Je pose 2-3 questions, mais après, c'est elle qui gère tout. Donc, nous, on sélectionne les entrepreneurs, on leur donne un petit peu d'argent, du kérosène pour que ça aille, et puis on les suit sur la durée. Et la durée, de plus, chez nous, c'est long. Hein. C'est 5, 8, 10, 12 ans. Une société comme Criteo, qui est un grand succès, qu'on avait financé en seed en 2006,
C'était un grand succès, mais on a mis 8 ans à sortir pour un succès, un super succès. Voilà. Donc ça met toujours du temps. Voilà. On est patient et une fois de plus, nous, on est juste, on soutient les entrepreneurs, on les accompagne. Voilà. Merci de nous avoir écoutés.